Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 € virtuels, gagnez 10 000 € bien réels. Participez sur investchallenge.be. Bienvenue à Z sur 7, votre Z podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le 17 mars et nous avons un tout nouvel épisode de Z sur 7 pour vous. Bon, il y a peut-être une menace russe, mais qui est clairement exagérée. Si on compare l'Union européenne à la Russie, on a quand même beaucoup d'avantages. Entre défense et coopération au développement, où placer le curseur ? Tandis que l'Europe renforce ses capacités militaires face à la menace russe, la Belgique suit le mouvement. Mais à quel prix ? Le désinvestissement dans la coopération au développement pourrait-il compromettre notre avenir ? Olivier Mouton, journaliste à Trends Tendance, reçoit Arnaud Zacharie, secrétaire général du CNCD 11-11-11, pour en discuter. Z sur 7, l'info à ne pas manquer. Un expert interviewé par Trends Tendance analyse les racines d'une actualité forte. Je pense que le sursaut, il est bénéfique dans le sens, il y a peut-être une menace russe, mais qui est clairement exagérée. Si on compare l'Union européenne à la Russie, on a quand même beaucoup d'avantages. En termes de richesse. En termes de richesse et en termes de défense. Ceci dit, ça fait depuis les années 1950 qu'on parle de l'Europe de la défense et qu'une défense commune, elle est nécessaire. Donc, c'est bien d'utiliser le momentum créé par la réélection de Trump pour justement avancer dans cette direction. Maintenant, l'autonomie stratégique aussi, notamment. Oui. Oui, mais justement, le problème, c'est qu'on est en train ici d'additionner des volumes financiers, en gros, qui sont parfois délirants, y compris en Belgique, quand on dit qu'on veut faire en un an ce qu'on doit faire en 4, alors qu'on a déjà des plans d'austérité qui sont adoptés. Donc, il faut une défense commune, il faut des moyens financiers, mais il faut aussi une stratégie. Or, pour l'instant, on n'entend pas parler de stratégie, on entend juste parler de montants qui s'additionnent. La stratégie, ça veut notamment dire, dans justement ce nouveau contexte géostratégique, comment on se positionne. Est-ce que tous ces milliards, on va les utiliser pour acheter du matériel américain, alors que s'il y a ce momentum, c'est précisément parce qu'on voit les États-Unis qui sont plus durs avec leurs amis qu'avec leurs ennemis. Avec le fameux dossier des F-35 qui pourrait peut-être être suspendu à la volonté des Américains. On n'est pas sûr, mais enfin, ça illustre bien ça. Et le deuxième point, c'est d'avoir une stratégie internationale européenne. Et dans le domaine international, on parle de triple nexus ou d'approche globale. Ça veut dire quoi ? C'est les 3D, en fait. Il y a défense, mais aussi diplomatie, et il y a développement. Parce que si on croit qu'on va stabiliser l'ordre mondial uniquement avec des bombes et avec des armes, on fait fausse route. Parce qu'on sait depuis de nombreuses années maintenant qu'il faut ces 3 éléments. Il faut certes avoir un moyen de coercition, être crédible dans le rapport de force avec une défense commune basée sur une stratégie, une autonomie stratégique, comme on dit maintenant. Mais il faut aussi avoir des capacités diplomatiques. Et on sait comment, avec 27 pays, c'est très compliqué de parler d'une seule voix au niveau européen. Et il faut évidemment des moyens pour le développement. Parce que si on croit qu'on va reconstruire des pays post-conflit sans aide au développement, qu'est-ce qu'on va faire des enfants soldats ? Qu'est-ce qu'on va faire de toutes les populations qui sont sans perspective et qui peuvent, comme on le voit déjà dans le Sahel, comme on le voit dans de nombreux endroits du monde, qui ont simplement comme opportunité de job, en quelque sorte, de rejoindre un groupe rebelle ou voire de rejoindre un groupe djihadiste islamiste. Oui, c'est ça. Or, pour le moment, quand on parle de ça, déjà avant, si je ne m'abuse, la décision d'investir dans la défense, le gouvernement prévoyait plutôt des coupes sombres dans la coopération au développement. Tout à fait, donc on voit très bien qu'il y a un mouvement international qui est très présent aux États-Unis. Là, on a carrément fermé l'agence américaine de développement. Oui, c'est le travail d'Elon Musk qui a carrément sacrifié l'USAID, en tout cas temporairement, mais on sait que ça provoque des dégâts. On voit comment l'extrême droite, le national-populisme a toute une série de cibles. La sécurité sociale, l'aide au développement, le monde de la culture, par exemple. Et on voit comment de plus en plus la droite modérée est en train d'avaler justement cet agenda et en se tirant, à mon avis, une balle dans le pied, parce qu'ils partent par exemple du principe qu'il n'y a jamais aucun pays qui a reçu de l'aide et qui s'est développé. Ils sont très mal informés, puisque depuis le début des années 2000, la liste des pays à faible revenu a été divisée par près de 2. Il y a 31 pays qui sont sortis de l'extrême pauvreté, de la liste des pays à faible revenu.
notamment grâce à la coopération au développement. Donc, en coupant aveuglément dans ces budgets, on va tout simplement imposer l'arrêt du jour au lendemain de projets qui fonctionnent et on va créer plus d'inégalités, plus d'insécurité, plus d'instabilité. Et quand on aura besoin des moyens nécessaires pour pouvoir agir dans l'urgence, on n'en aura plus. Et c'est ça le problème quand on parle de vision stratégique. Il faut qu'on ait un cap, une vision globale, parce que qu'est-ce qu'on voit depuis quelques années? Nos gouvernements, ils sautent d'une crise à l'autre, avec chaque fois une guerre de retard. Il y a une pandémie, où sont nos masques? Il y a l'invasion de l'Ukraine par la Russie, où est notre gaz? Il y a une réélection de Trump, où sont nos armes? Et chaque fois, dans l'urgence, on va faire un plan en se focalisant uniquement sur le problème à court terme et en créant de nouveaux. On a un peu des poules sans tête. Tout à fait. On a des gouvernements qui sont des poules sans tête. Et l'autre cible, évidemment, des partis d'extrême droite qui sont aussi de plus en plus relayés par les partis de droite modérés, c'est les régulations climatiques, les régulations environnementales. Pour la compétitivité, on nous dit qu'il faut libérer les entreprises de ces contraintes environnementales. Et donc, quand il y aura une crise climatique demain, on se demandera où sont nos énergies renouvelables, alors que le Green Deal, il fonctionne. On voit qu'en 2024, pour la première fois, les énergies renouvelables ont dépassé les énergies fossiles pour la production d'électricité en Europe. Et c'est ça qu'on voudrait arrêter, tout comme l'aide au développement et la protection sociale, qui sont des forces de la société européenne. Concrètement, Arnaud Zacharie, est-ce que par exemple en Belgique, pour les ONG que vous représentez, on sait déjà à quelle sauce on va être mangé? Ah non, donc nous, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des tableaux budgétaires qui ont été publiés avec un accord de gouvernement. Il faut encore adopter ce budget et il faut encore mettre en œuvre ce qui se trouve dans une déclaration gouvernementale. Donc, plus, on l'a dit, l'investissement en défense qui s'ajoute. Donc si on veut dépenser en un an ce qu'on devait dépenser en 4 pour la défense et qui était déjà fortement élevé, ça va faire de gros dégâts et pas seulement pour l'aide au développement. Donc si on veut démanteler notre modèle social au nom d'une course à l'échalote pour s'armer en 6 mois et rattraper 70 ans d'inaction en 6 mois, on va faire de gros dégâts. Et quand on se compare aux États-Unis, souvent on met en avant nos faiblesses. On n'a pas de géant du tech comme aux États-Unis, il y a moins de productivité. Oui, mais il y a moins d'inégalités chez nous. Il y a un système de santé qui fonctionne beaucoup mieux. Il y a une espérance de vie qui augmente alors qu'elle diminue aux États-Unis. Et l'empreinte carbone des Européens est beaucoup moindre que les États-Unis. Donc, quand on veut se comparer, il faut connaître ses faiblesses mais aussi ses forces, parce que c'est important aussi de construire sur ses forces, parce que si on veut répondre à ses faiblesses en démantelant ses forces, en fait on se tire une balle dans le pied. Le secteur des ONG, ça représente quoi aujourd'hui en Belgique francophone à peu près en termes d'emploi ou de structure? Il y a à peu près 80 ONG en Belgique qui ont des montants au total, parce que les subsides n'est évidemment qu'une partie. Il y a beaucoup de donateurs, donc on parle de 300 000 euros, donc c'est 300 millions d'euros au total par an pour tout le secteur, donc c'est pas rien, mais bon, ce n'est qu'une goutte d'eau dans la coopération internationale. Avec. Je veux dire, ça veut dire que ça, on risque d'avoir des restructurations forcées, ou en tout cas, ça peut être une des conséquences de. Oui. Bon, les restructurations, c'est une chose, mais malheureusement, c'est de devoir arrêter des projets qui fonctionnent dans le domaine de la santé, dans le domaine y compris de la démocratie. On soutient beaucoup d'organisations de la société civile qui se battent pour leurs droits constitutionnels, qui se battent pour leur liberté et leurs droits démocratiques. On oublie souvent dans nos pays libres qu'on est finalement une minorité et que la démocratie libérale est très fragile. Et donc, arrêter tout simplement le soutien à ces personnes qui risquent leur vie au quotidien, c'est aussi se tirer une balle dans le pied, parce que on va se retrouver de plus en plus, et c'est d'ailleurs le cas, entouré de régimes autoritaires. Je voyais une série de reportages dans le quotidien Le Monde sur la suspension de l'USAID, donc qui a été décidée par Elon Musk dans son plan d'efficacité gouvernementale, et on voit que effectivement ça touche notamment des programmes de planning familiaux en Afrique, des soutiens à la presse libre dans des pays autocratiques. Donc on parle de ça en fait. Tout à fait. Ou de l'aide alimentaire. Il y a 500 millions de dollars d'aide alimentaire qui sont en train de pourrir dans des entrepôts au lieu d'être distribués à des personnes qui souffrent de la faim. C'est ça qui se passe aujourd'hui.
Est-ce que ça donne l'impression du coup qu'on sacrifie l'avenir au court-termisme? Vous l'avez dit quelque part. Tout à fait. Vous avez répondu en disant on saute d'une crise à l'autre, mais est-ce que c'est ça l'enjeu? Ça donne vraiment l'impression qu'on arrive à la fin d'un système et qu'on a des gouvernements qui ne sont plus à la manœuvre, qui n'arrivent pas à fixer le cap et qui courent derrière les crises. Alors en faisant croire chaque fois qu'ils ont la solution, il y a un plan d'urgence, mais on se focalise uniquement sur un problème, alors qu'on voit bien que dans le contexte de la mondialisation, on est dans un monde interdépendant. On se rend bien compte que quand on agit sur un facteur, on influence un autre. Et donc, il faut avoir une vision globale, une vision du monde, une vision de la société et agir en fonction. Ici, on voit au niveau européen, pendant 5 ans, on nous a dit la priorité, c'est le Green Deal. Et puis maintenant, on nous annonce un paquet omnibus où il faudrait revenir en arrière. Mais est-ce que l'Europe n'était pas trop vertueuse? Parce que quelque part, on a toujours voulu être le meilleur élève de la classe en matière climatique, on veut être le meilleur de la classe dans la classe démocratique, et puis au bout du compte, on souffre. Je veux dire, l'économie européenne souffre. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une forme de pragmatisme là-dedans? Donc, moi, je pense que là, c'est une erreur de jugement dramatique. Pourquoi? Parce qu'on est en fait dans un contexte de mutation profonde. On est dans une nouvelle révolution industrielle. On est au départ d'instauration de nouveaux modes de production et de consommation. Et donc, on le sait, c'est pas la première fois. Il y a déjà une révolution industrielle il y a 2 siècles. Et on sait comment le Royaume-Uni, qui était premier sur la balle, a été pendant un demi-siècle le seul pays industrialisé. Et donc, il y a eu une hégémonie de l'économie britannique sur le reste du monde. Donc on pourrait avoir c'est un modèle qu'on pourrait suivre. Le Green Deal était une manière justement de prendre de l'avance sur certains. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, avec le deuxième retrait des États-Unis de l'accord de Paris, avec la marche arrière ou la tentative des partis conservateurs d'extrême droite de démanteler le Green Deal, que finalement on est en train de dérouler le tapis rouge à la Chine, qui a déjà 80% des parts de marché mondial pour les panneaux solaires, qui a plus de 60% des parts de marché mondial pour les éoliennes, qui a plus de 60% de parts de marché mondial pour les véhicules électriques et les batteries. Donc, on est en train, en fait, de saboter la stratégie qu'on avait mise en place, justement, pour être à la pointe des technologies vertes, pour être prêt pour ces modes de production et de consommation durables. Et donc, le changement climatique, c'est pas parce que on dit que c'est moins important qu'avant, voire qu'on en nie la réalité, que le problème va disparaître. En même temps, le Clean Industrial Act, comme se nomme le complément du Green Deal adopté par la Commission européenne, il a quand même pour vocation aussi de permettre une industrialisation ou une réindustrialisation, ou en tout cas de soutenir des secteurs qui sont en souffrance. Ça, c'est quand même positif, du coup. C'est positif parce qu'on l'attendait. Maintenant, il y a un gros problème, c'est le financement. Quand on compare les financements qu'il y avait aux États-Unis sous Biden avec l'Inflation Reduction Act. Maintenant, on sait que Trump est en train de revenir dessus, mais ce stop and go vis-à-vis des investisseurs, c'est terrible. Parce que les investisseurs, il leur faut un cap. Parce qu'ils n'investissent pas pour 6 mois, ils investissent dans la durée. En Chine, les investissements, ils se font dans la durée, parfois pour des mauvaises raisons, parce que c'est un régime non démocratique. Mais donc, au niveau de l'Europe, on a besoin d'une politique industrielle, mais alors il faut en tirer toutes les conséquences. Avoir des financements européens et donc avoir des capacités de mobiliser des ressources propres avec une fiscalité européenne pour être capable de financer vraiment un plan européen. Deuxièmement, revenir sur les politiques de libre-échange. Et là, il y a une ouverture parce qu'on revient sur la libéralisation des marchés publics. On dit qu'on veut réformer les marchés publics. Là, on est dans un contexte mondial où, depuis des années, la Chine favorise les opérateurs chinois pour les marchés publics, où les États-Unis, depuis Obama et le Buy American Act, favorisent les entreprises américaines. Et nous, en Europe, on est une passoire. Mais si on veut créer un nouvel écosystème économique, il faut qu'on s'en donne les moyens. Les marchés publics sont un instrument très important et au-delà de ça, ce qui nous différencie des autres puissances mondiales, c'est que nous, on a des règles budgétaires très strictes et contre-productives. On ne peut pas investir dans le développement durable, par exemple, parce qu'on doit comptabiliser dans l'année N toutes les dépenses, alors que c'est un investissement qui est important pour l'avenir. Et d'autre part, on multiplie les accords de libre-échange, donc on est vulnérable par rapport à des importations de produits qui sont plus compétitifs que les nôtres, qui viennent de Chine, des États-Unis ou d'ailleurs. Si vous êtes
une puissance économique et commerciale et que vous êtes le seul à faire du libre-échange et de l'austérité alors que les autres soutiennent et protègent leur secteur stratégique, fatalement on est perdant. Donc il faut une vision stratégique à pouvoir évidemment ouvrir les marchés pour les exportations, mais pouvoir avoir aussi des mesures de soutien et de protection à des secteurs stratégiques qu'on veut développer. Autrement, les panneaux solaires ou les voitures électriques, on devra les importer de Chine. On est dans une période de piqûre de rappel. On l'a parlé sur l'autonomie stratégique en matière de défense. Bon, les menaces à répétition, parfois un peu chaotiques de guerre commerciale qui viennent de la part de Donald Trump font qu'on réagit là aussi. On est en fait quelque part ramené à nous-mêmes dans toute cette période, non ? On est ramené à nous-mêmes, mais avec un peu de vision stratégique de nouveau. On dit de Donald Trump que ces tarifs douaniers aveugles sont contre-productifs, et notamment pour les consommateurs américains. Et nous, qu'est-ce qu'on fait comme représailles ? On fait exactement la même chose. Donc on est en train de punir les consommateurs européens si on suit la même logique. Alors qu'on voit que Trump sort par exemple de l'accord de Paris, on pourrait renforcer le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières comme représailles de dire ok, nous on veut qu'il y ait des modes de production et de consommation durable à l'échelle de la planète, vous décidez de sortir de l'accord de Paris, alors nous on va utiliser l'instrument commercial pour vous inciter à changer d'avis, ou alors vous allez être pénalisé du fait que vous allez pouvoir exporter des produits qui coûteront moins cher parce qu'ils ne respecteront pas le climat et l'environnement. Ça serait par exemple une vision stratégique. Or, qu'est-ce qu'on voit dans le paquet Omnibus ? On veut affaiblir le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et on veut même démanteler la directive sur le devoir de vigilance des multinationales en termes de respect des droits humains et de l'environnement. Donc on est en train de créer plutôt qu'un devoir de vigilance, un droit de violer les droits humains au nom de la compétitivité. Mais est-ce qu'on pense réellement que c'est ça qui pèse sur la compétitivité ? Non, ce qui pèse d'abord sur notre compétitivité, c'est le coût de l'énergie. Et on va réinvestir dans les énergies fossiles qui sont la cause des prix élevés de l'énergie. Ou est-ce qu'on va continuer à investir dans les énergies renouvelables dont les prix ne cessent de baisser ? Le prix de la production de l'électricité par le solaire, ça a baissé de 90% en 10 ans. Donc on voit quand même bien que là, il y a des alternatives qui peuvent nous permettre de gagner sur les différents tableaux. Arnaud Zacharie, pour terminer, est-ce que ça veut dire que oui, on peut réinvestir dans la défense, mais qu'il faut quelque part inscrire ça dans une stratégie plus large, bien entendu, et quelque part être solide par rapport à notre modèle. Ça veut dire quelque part rester, j'allais dire, sûr de ce qu'on est, même si le monde bascule tel qu'il bascule. Il faut créer une défense commune dans le cadre d'une autonomie stratégique, d'une capacité de peser internationalement, et c'est là où le triple nexus est très important. Donc ne pas oublier la diplomatie et le développement et d'avoir une vision aussi en matière de développement durable et d'emploi. C'est clair que si les investissements dans la défense se font pour acheter des produits américains, l'emploi il sera aux États-Unis. Si c'est pour développer un nouvel écosystème économique en Europe, y compris en Belgique et en Wallonie, alors on aura des gains en matière d'emploi. Donc tous ces éléments sont très importants. Il suffit pas d'aligner des chiffres et d'ailleurs de les gonfler artificiellement. Von der Leyen, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle parle de 800 milliards. En fait, on emprunte 150 milliards et puis elle comptabilise des perspectives d'augmentation de dépenses dans les États membres et puis des investissements du secteur privé qui sont tout à fait aléatoires. Donc, en réalité, là, on a juste fait un peu un effet d'annonce, mais ce qu'il faut, c'est une vraie vision stratégique. C'est quoi la défense européenne ? C'est quoi la vision commune de l'Europe dans le monde, instable et dangereux, certes, mais sur lequel nous devons peser pour défendre nos valeurs et défendre aussi des populations qui défendent nos valeurs, mais qui sont, elles, réprimées par des régimes autoritaires un peu partout dans le monde. Voilà qui clôt parfaitement cette discussion et qui porte énormément à réflexion. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode du Z-Podcast. On se retrouve demain pour vos analyses quotidiennes accompagnées de la rubrique Tech de Trends Tendance. Salut, ici Warren Buffett et je vous invite à participer gratuitement au Trends Invest Challenge parce qu'avec Trends Tendance, plus rien ne vous retient d'investir. À moins d'avoir une excuse bidon comme celle de Valérie, j'ai plus d'argent à investir. Valérie, pas besoin d'argent. Vous recevez 100 000 euros d'argent virtuel pour vous lancer. 100 000 euros. Allons. Le Trends Invest Challenge de Trends Tendance. Investissez de l'argent virtuel, gagnez des prix bien réels. Participez sur investchallenge.be.